Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro géostratégique sommaire. La guerre en Ukraine redistribuera-t-elle les cartes en Méditerranée? Le principe de réalité à rattraper les différents acteurs concernés. On en parle avec notre invité. Zoom sur la création musicale de l'immigration algérienne entre amour et nostalgie, un héritage précieux pour les jeunes générations. Enfin, la bande originale de l'émission sera métissée avec Henri Salvador et son jazz méditerranéen extrait de l'album Chambre avec vue, à la douceur infiniment maîtrisée. On prend le temps et le large. Génération Méditerranée l'hebdo commence maintenant. Pour m'accompagner aujourd'hui à distance depuis les studios de France 3 Marseille, l'ancien amiral Pascal Hausser, directeur général de l'Institut FMES pour Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Pascal Hausser, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Chaque semaine, notre dictionnaire amoureux de la Méditerranée s'étoffe grâce à notre invité. 3 mots qui nous révèlent votre vision de cet espace. Et on commence tout de suite avec le mot union ou plutôt trait d'union. Oui, trait d'union, parce que la Méditerranée est à la fois une frontière, mais également un lien de partage entre les populations qui l'abordent depuis des millénaires. On le sait tous, que ce soit en Corse ou à Marseille. Ça fait des milliers d'années que les êtres humains qui vivent autour de cette très belle mer, mais toute petite finalement, toute petite mer, échangent, quelquefois se battent, mais quelquefois échangent. Et ils échangent... Ils font du commerce, mais ils échangent aussi des idées, ils échangent des cultures. Et donc la Méditerranée, c'est un trait d'union. Ça n'a pas toujours été un trait d'union, mais de temps en temps ça l'est. Et c'est finalement ce qui reste au bout des plusieurs milliers d'années que nous habitons autour de cette mer. Alors nous poursuivons avec le mot tension. Oui, parce que c'est un peu le symétrique de celui de trait d'union. La Méditerranée, c'est aussi une zone de tension selon les périodes de l'histoire. Et actuellement, et c'est ma préoccupation majeure actuellement en tant que directeur général d'un think tank, c'est que cette zone concentre en quelque sorte les tensions qu'on observe partout dans le monde. Et des tensions au sein des sociétés qui se fragmentent. On le voit dans tous les pays, et notamment les pays ouverts, ceux qui sont soumis au flux d'informations et au flux de population. Des tensions entre les sociétés, entre les pays. Des tensions, et là c'est propre à la Méditerranée, entre le nord et le sud de la Méditerranée, où il y a une sorte de divergence qui se crée après un espoir de convergence qui avait été sensible au début et au milieu du XXe siècle, et de plus en plus après la chute du mur de Berlin, après les années 90, on a vraiment cru qu'il y avait une convergence très forte qui était portée par l'économie. Eh bien, cette convergence, malheureusement, elle est pas là. L'économie n'a pas réussi à faire se ressembler. Vous savez, à l'époque, on croyait que le Sud et le Nord allaient converger vers un modèle unique, qui était en gros le modèle d'ailleurs européen. Hein. Il y avait un peu d'ethnocentrisme derrière ça. On y reviendra sur ces rapports. Sur ces rapports asymétriques et dissymétriques, mais on va finir avec sur une note d'espoir avec votre dernier mot, le mot espoir. Oui, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans les tensions, il n'y a pas de fatalité dans l'incompréhension, il n'y a pas de fatalité dans les rapports de force. C'est vieux comme l'être humain. Et moi, je suis un ancien militaire, donc je sais à la fois, je connais les rapports de force et en même temps, je sais qu'il faut les surmonter et qu'on a tous la capacité de les surmonter pour peu qu'on se donne les moyens et qu'on veuille le faire. Pascal Hausser, avant toute chose, peut-être pourriez-vous nous présenter en quelques mots l'institut que vous dirigez, donc la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques.
Oui, donc c'est un institut de réflexion, en bon français on appelle ça un think tank, donc c'est évidemment un mot anglais pour caractériser un groupe de personnes, de chercheurs de tous horizons qui depuis plus de 30 ans, ça fait la 32e année actuellement, réfléchit sur le bassin méditerranéen, justement, et le Moyen-Orient. Il a été créé, et je reviens sur une idée que j'évoquais tout à l'heure, il a été créé en 90 à un moment où on se disait on va réunir les deux rives. On va réunir les deux rives essentiellement par l'économie. Qui va surmonter justement les différences et les tensions liées aux différences. Et vous voyez, c'est un peu le doux commerce de Montesquieu. Quand on fait du commerce, eh bien, on s'enrichit. Quand on s'enrichit, eh bien, on a moins de frustration, moins de tension, on se comprend mieux parce qu'on a besoin de se comprendre pour faire du commerce. Enfin, c'est une vision un peu idyllique en fait, hein. et ça n'a pas très bien marché parce que l'être humain n'est pas seulement un être économique, c'est pas simplement un producteur ou un consommateur. C'est pas simplement un produit, c'est aussi quelqu'un qui véhicule une vision du monde, une culture, quelquefois une spiritualité, et qui a d'autres choses que le commerce pour faire marcher les gens ensemble. Et voilà. Et donc cet institut qui a été conçu pour essayer de participer à cette fusion, à cette convergence, eh bien, il assiste à ce que j'évoquais tout à l'heure, une espèce de fragmentation, une divergence qui est globale, hein, qui n'est pas simplement liée à notre région, mais qui s'exprime très fortement en Méditerranée. Et donc, on essaye de comprendre à la FMES pourquoi tout ça advient, quelles sont les conséquences, quels sont les enjeux, et essayer d'identifier quelques pistes pour essayer d'améliorer et de surmonter ces tensions croissantes. Alors justement, est-ce que les tensions russo-ukrainiennes faisaient partie et font plus que jamais partie de vos sujets d'études ? Oui, enfin, alors là on est en mer Noire, ce qui est très proche de la Méditerranée, oui. et finalement participe de la même logique. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ces tensions, elles sont générales. Parce que cette tension russo-ukrainienne, en fait, elle illustre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire un monde où les rapports de force sont de retour, où les gens s'émancipent, créent des modèles alternatifs. La Russie, elle se revendique plus occidentale, elle se revendique plus européenne, elle revendique un modèle qui lui est propre, avec sa propre logique, et au-delà même de s'émanciper, qui après tout, pourquoi pas, elle est en rapport de force, elle critique, elle en veut finalement à l'Europe et à l'Occident en disant votre culture n'est pas la bonne, elle est décadente, vous nous avez maltraités. Là-dedans il y a du vrai et du faux comme toujours, mais finalement, en finale, il y a une tension très forte qui a abouti à une guerre, à une invasion, et qui en fait, à la fois, je crois que ça a surpris beaucoup de gens. Moi, j'étais le premier surpris de cette invasion, mais en même temps, j'étais pas surpris qu'il puisse y avoir une guerre, et que la Russie puisse partir en guerre. Parce que je vous coupe cette tension. Quelques instants, l'Union européenne, l'OTAN, les États-Unis n'ont pas suffisamment anticipé cette offensive de Vladimir Poutine parce qu'il l'avait annoncé, mais a-t-il été pris au sérieux? Et pendant que je vous pose la question, on voit les ministres de la Défense des membres de l'OTAN réunis cette semaine à Bruxelles autour d'une table ronde, bien sûr, sur l'Ukraine. Alors, est-ce que la menace Poutine était sérieuse? Oui, en l'occurrence, mais a-t-elle été prise au sérieux? Oui, la menace Poutine était sérieuse, bien sûr. Elle était prise au sérieux dans le sens où tout le monde savait que la Russie était en train de s'émanciper de l'Europe, s'éloigner. On a entendu ce qu'a dit Poutine avec Xi Jinping à Pékin lors des Jeux Olympiques d'hiver. Nous, en quelque sorte, nous montons un modèle alternatif au modèle occidental. Le mot démocratie recouvre pas tout à fait la même chose pour vous et pour nous. D'ailleurs, nous espérons que l'Inde nous rejoigne pour monter un autre monde, en fait, avec une autre logique. On sentait tout ça, donc il n'y a pas de surprise. On sait aussi que que Poutine a déjà employé la force à plusieurs reprises, de façon assez brutale, et il l'avait fait en Tchétchénie, il l'a fait en Syrie, plus proche de nous. Donc, je pense qu'on n'est pas fondamentalement surpris. On a été surpris qu'il le fasse maintenant,
comme ça, aussi brutalement, de façon aussi extensive, puisque c'était pas simplement récupérer la partie du Donbass qui était disputée depuis au moins 2014 entre l'Ukraine et la Russie. Non, là c'est carrément j'envahis l'Ukraine et on ne sait pas très bien quels sont ses buts, objectifs de guerre, mais on se rend bien compte que le but était quand même de faire au minimum tomber le gouvernement et de récupérer une partie importante du pays. Et ça, je crois que enfin, honnêtement, moi, je ne l'avais pas vu venir et je pense qu'on n'était pas les seuls je suis pas le seul à ne pas l'avoir vu venir. Alors, depuis l'ensemble de la communauté internationale est mobilisée et engagée. Certains fournissent du matériel militaire, un soutien financier, on parle d'1 milliard d'euros pour l'Union européenne. Tous appliquent des sanctions contre la Russie. Mais peut-on pour autant parler de troisième guerre mondiale? Alors, je voudrais dire que toute la communauté internationale n'est pas totalement unanime. Il faut avoir conscience que quelques dictatures soutiennent la Russie, oui. Oui, il y a quelques dictatures qui soutiennent la Russie. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui restent prudents. Et ça doit nous interpeller aussi. Il est bien clair que l'action de Poutine est absolument inacceptable. Le rapport à la force, la violence qu'il emploie, la brutalité, le modèle qu'il promeut, c'est une dictature. C'est vraiment devenu une dictature. Il y a vraiment pas, il y a pas d'excuse pour faire ce genre de choses. Mais il faut comprendre que on est dans un monde qui est fragmenté, où les représentations du monde sont très différentes d'un côté ou de l'autre. Et quand on va reparler de la Méditerranée, c'est aussi vrai en Méditerranée. Et ce que nous percevons de façon avec une grosse émotion qui est très sensible, très forte, et tous les Européens d'ailleurs serrent les rangs en quelque sorte, et c'est assez nouveau et plutôt positif en fait. Les Européens qui étaient un peu à se disputer les uns les autres, à se fragmenter eux-mêmes, on a l'impression qu'ils se resserrent. Ils serrent un peu les coudes. Ça a précipité l'Union européenne de la défense et une Union européenne plus politique? Je pense que ça a participé, bien sûr. Oui. C'est ça. Ça fait des années qu'on essaye de faire comprendre aux Européens. Nous, les Français, on est plutôt moteurs dans ce projet, qu'on est dans le même bain et il faut serrer les coudes et pour essayer de parler d'une seule voix, faire des efforts collectifs, parce que notre destin, et finalement, il est extrêmement lié entre les différents pays de l'Union européenne. Mais on n'y arrive pas parce que chacun tire un peu dans son intérêt propre, au moins à court terme. Là, je crois que tout le monde a été extrêmement choqué et même plus que ça. Les gens ont un peu peur et se rendent compte que la maison brûle. Et donc là on a l'instinct de survie finalement fait que on serre les dents. Mais ce que je voulais dire, c'était que cette vision européenne, elle n'est pas parfaitement identique partout et il faut l'accepter. Il faut comprendre pourquoi les gens ne disent pas tout à fait la même chose lorsqu'on est de l'autre côté de la Méditerranée, au Moyen-Orient ou en Asie. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, la guerre en est à son 23e jour. Toujours pas de bilan officiel s'agissant des victimes. Les Russes bombardent autant les infrastructures militaires que les immeubles d'habitation ou les hôpitaux. L'évacuation des civils est freinée. L'Organisation internationale pour les migrations parle désormais de 3 millions de réfugiés. Pascal Hausser, là je m'adresse à l'ancien amiral. Même la guerre répond à des règles. Or là, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, on a essayé, vous savez, la guerre, il y a eu un penseur de la guerre au 19e siècle qui s'appelait Clausewitz, qui a écrit des choses absolument incroyables et qu'il faut relire parce que malheureusement la guerre revient puisque l'histoire revient. Et elle revient sur notre continent. Mais elle n'était jamais complètement partie du globe. L'Humanité, malheureusement, fait la guerre très régulièrement depuis que l'Homo sapiens est Homo sapiens. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait voulu mettre des règles dans la guerre. Et on voit que c'est difficile. Et Clausewitz disait, le problème de la guerre, c'est qu'au bout d'un moment, elle s'emballe et elle devient immaîtrisable. Et c'est vrai que c'est un risque que les Européens, les Occidentaux essayent de maîtriser. Et donc c'est pour ça qu'on se rend bien compte qu'on est un peu sur des œufs. Et personne ne veut que les choses s'emballent. Mais oui, cette façon de faire la guerre est une façon très brutale
Et elle est fondamentalement différente de celle que nous essayons de faire, nous les Occidentaux, depuis quelques dizaines d'années, depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais sans être toujours parfait, parce qu'il faut comprendre aussi que la guerre, c'est de la violence, hein, c'est l'emploi de la violence, et donc c'est jamais d'abord ni très beau, et on a beau essayer de faire ça de façon la plus limitée possible, il peut toujours y avoir des écarts, et quand on reçoit les bombes, on ne perçoit pas du tout les choses de la même façon que lorsqu'on les envoie, ou quand on est spectateur sur le côté. Et donc là encore, je pense qu'il faut faire cet effort, j'allais dire, de prise en compte des points de vue qui sont un peu sur le côté. Moi, je suis très attentif à la façon dont nos amis de l'autre côté, nos partenaires de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'on parle de la Méditerranée, ou les gens du Moyen-Orient, la façon dont ils voient ces opérations, ils font des comparaisons avec la guerre du Golfe, ils font des comparaisons avec ce que les Russes avaient fait en Syrie, hein, et quelquefois ils soulignent le deux poids deux mesures, qui n'est pas jamais complètement exact, parce qu'on n'est pas dans la même situation dans les trois cas, mais qui est jamais complètement faux. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence de l'analyse et l'intelligence de garder la tête froide, ce qui est le boulot d'un institut comme le nôtre, c'est un think tank, c'est d'essayer de dépassionner les débats, et c'est toujours très difficile quand on voit des images aussi affreuses que celles qu'on voit actuellement en Ukraine. À ce rythme-là, jusqu'où peut aller le conflit ? C'est très difficile de répondre à cette question. Un des paramètres clés, c'est bien sûr Poutine. Jusqu'où veut-il aller? Quels sont ses buts de guerre? Ce qu'il les fait évoluer au fur et à mesure de la situation. On peut le penser, comme tout chef politique ou militaire engagé dans ce genre d'aventure, il regarde un peu si ça se passe aussi bien que prévu, moins bien, et en fonction de la façon dont ça se déroule, eh bien, il adapte ses buts de guerre. Mais à un moment, il considérera probablement que l'équilibre est plutôt positif et qu'il va empocher ses gains. Donc ça, c'est la partie qui est dans son camp. Il y a une autre partie qui est en face, parce que la guerre, ça se fait à deux. Et là, en face de lui, il y a les Ukrainiens qui ont, il faut le dire, surpris tout le monde par leur courage, leur solidarité, leur abnégation. Franchement, je crois qu'on est tous bluffés par la force morale de ce peuple. Je pense que Poutine lui-même est surpris par la réaction d'un pays qu'il pensait fictif et qu'il annonçait fictif. Et on voit bien que c'est pas un pays fictif, quand les gens, qu'ils soient russophones ou ukrainophones, puisque c'est un pays qui est coupé en deux populations en fonction de la langue, serrent les rangs et vont se battre au péril de leur vie dans des conditions aussi effroyables qu'on n'avait pas vues objectivement en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que là, ils ont prouvé qu'ils étaient un peuple. Et ils sont une partie de la réponse de jusqu'où cela peut-il aller. La troisième partie, c'est ce que font les Européens et les pays qui soutiennent les Ukrainiens sans vouloir rentrer dans la guerre, pour pas justement rentrer dans un emballement qu'on maîtriserait plus, avec des sanctions économiques, avec une pression politique globale. On voit les discussions avec les Chinois, etc., et avec des transferts d'armes pour aider les résistants ukrainiens à mener leur combat. Donc tout ça, c'est en gros les trois grandes catégories d'acteurs, et c'est ça qui va décider de jusqu'où ça peut aller, sachant que celui qui a la plus grosse clé pour ouvrir ou fermer cette porte, c'est Poutine, puis c'est lui qui est à l'origine de cette guerre, et donc c'est lui qui peut l'arrêter s'il le souhaite. Pour clore sur le chapitre purement militaire, un mot quand même sur la Corse qui abrite une base aérienne de l'OTAN, la base 126 de Solenzar. On va voir des images de l'escadron de chasse 330 Lorraine réalisé en 2019 pour une campagne de tir. Solenzar n'est pas engagée dans le conflit, mais je suppose qu'elle est mobilisée de fait. Pascal Hausseur. Je pense que oui, toutes les armées françaises sont concernées, au sens qu'elles ont certainement monté leur niveau d'alerte. Moi, je suis pas du tout en service, donc je n'ai pas d'informations à donner sur les armées françaises, mais j'imagine qu'elles sont montées leur niveau d'alerte. La France a renforcé au sein de l'OTAN sa participation à la protection, là pour le coup, des pays de l'OTAN, en Roumanie, dans les pays baltes,
en Méditerranée orientale, de façon à ce que, au minimum, la barrière qui sépare l'OTAN du reste soit suffisamment dissuasive pour éviter une tentation d'extension à un pays de l'OTAN. C'est une des clés de ce conflit. C'est essayer au minimum de le maintenir là où il est et bien sûr de réduire le plus vite possible son intensité et pour arriver à une paix le plus rapidement possible, mais pas une paix du vainqueur avec un pays qui soit à genoux, une paix équilibrée, le plus équilibrée possible, qui préserve quand même la vie de l'Ukraine. On va rester en Méditerranée. Des pays à l'est et au sud du bassin tirent leur épingle du jeu diplomatique, du moins, là où on ne les attendait pas forcément. En premier lieu, la Turquie d'Erdogan. Cette semaine, à Moscou, les ministres russes et turcs des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Mevlut Cavusoglu, se sont rencontrés. Sergueï Lavrov a déclaré que même si les positions des deux pays ne coïncidaient pas sur la situation en Ukraine, Moscou appréciait les efforts d'Ankara pour résoudre la crise. À son tour, le ministre turc a réaffirmé l'engagement de la Turquie envers la Convention de Montreux qui détermine la libre circulation dans la mer Noire, notamment. Alors évidemment, ce n'est pas totalement désintéressé, ce qui est bien normal, Pascal Ausseur. Oui, c'est normal. Voilà un autre exemple, plus pacifique heureusement, mais qui montre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait le monde qu'on avait prévu il y a 30 ans. La Turquie, elle s'émancipe, elle défend ses intérêts. Donc elle fait partie de l'OTAN, elle ne fait pas partie de l'Union européenne, elle a des intérêts avec l'Europe, mais aussi avec le Moyen-Orient, mais aussi avec la Russie et la mer Noire, mais aussi avec le monde musulman. Et donc elle défend ses intérêts, quelquefois un peu à l'encontre des intérêts européens. C'était le cas lorsqu'elle est en conflit avec la Grèce ou avec Chypre pour l'exploitation du gaz en Méditerranée orientale. Quelquefois, et vous savez qu'on avait eu un petit accrochage avec la marine française lors d'un embargo sur les armes en Libye, parce qu'il se trouve qu'on n'était pas tout à fait sur la même position sur la sécurisation et la guerre civile qui se passait en Libye. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, dans le cas de l'Ukraine, là pour le coup, elle a affiché un soutien complet avec les pays de l'OTAN et donc de l'Europe et donc des États-Unis et donc une opposition de fait avec la Russie, tout en annonçant et soulignant le fait qu'elle souhaitait être un peu encore intermédiaire et jouer un rôle d'intermédiaire. Donc elle s'autonomise, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, ce qui n'est pas en soi, ce qui peut être même source d'intérêt, de pacification. Elle a un rôle à jouer, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on redevienne comme avant. Vous savez, tout le monde aligné, avec d'un côté les rouges et de l'autre côté les bleus, et puis tout le monde absolument aligné. Et qui parle d'une seule voix. On est dans un monde un peu cacophonique, un peu fragmenté, et je pense qu'il faut faire avec et tenter de trouver les règles pour apaiser l'intérêt général, pour défendre l'intérêt général et apaiser au maximum les tensions, mais en prenant en compte le fait que chacun, maintenant, aujourd'hui en Méditerranée en particulier, défend son intérêt avant tout. Alors, on n'a pas le temps de parler d'Israël en tant que pays médiateur entre la Russie et l'Ukraine, voulu et désiré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais si on devait faire un petit peu de prospective, puisque c'est votre cœur de métier, Pascal Ausseur, comment voyez-vous la Méditerranée dans une dizaine d'années pour conclure ? Écoutez, il y a deux grands scénarios. La fragmentation, à mon avis, elle est à l'œuvre. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, Israël, elle joue à sa façon une partie qui est elle est différente de celle de la Turquie, mais c'est la même logique. Elle défend ses intérêts et elle n'est plus, comme avant, le porte-voix des États-Unis dans la région. Elle a ses propres intérêts. Et c'est vrai pour tous les pays, en fait. C'est vrai pour tous les pays. Donc cette fragmentation, elle est à l'œuvre. Deux scénarios. Le mauvais, tout ça n'est pas maîtrisé, on ne comprend pas que les gens s'émancipent, on veut remettre de l'ordre, on laisse les rapports de force monter et on est chacun dans la représaille où vous voyez l'escalade en fait des tensions et c'est évidemment pas un scénario. Enfin, l'Ukraine nous montre jusqu'où ça peut aller. Donc franchement, c'est un scénario qu'il faut absolument pas suivre, à mon avis. Et l'autre scénario, c'est d'accepter le monde tel qu'il est, c'est de faire preuve de lucidité. Objectiver les intérêts les uns des autres, savoir quels sont nos intérêts, qui sommes-nous, nous les Européens, nous les Français, qu'est-ce que ça veut dire qu'être Français, quels sont les intérêts, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on accepte moins, et puis avoir une politique qui est à la fois lucide,
je pense qu'il faut qu'elle ait une forme de bienveillance, parce que n'oublions pas que dans ce monde réduit autour de la Méditerranée, nous les Européens, nous les Français, nous faisons partie des nantis, entre guillemets, des pays qui bénéficient d'une économie, d'un niveau de vie qui n'a rien à voir avec celui de nos voisins. Donc il va bien falloir quand même tenir compte de cette différence économique entre les deux rives. Donc il faudra certainement un peu de générosité, mais il faudra aussi du courage, parce que les décisions peuvent être difficiles, et les Ukrainiens nous montrent que de temps en temps, alors là c'est un cas extrême bien sûr, mais être courageux c'est indispensable.